Sur les ruines de Carthage, devant une pierre tombale quelconque, un guide m'explique, tel un pan faisant sa roue, que dessous se trouvent les ossements de Louis IX, notre bon Saint Louis. Quand il a fini sa diatribe, il a un grand sourire. Il attend sa pièce et il l'aura. Je ne suis pas vache, mais avant, je lui réponds. Vous savez bien qu'il n'est pas là. Vous savez bien que l'on a fait bouillir son corps avec des herbes, que l'on a séparé la chair des os, que l'on a mis tout ça dans un tonneau avant de renvoyer tout ça en France, puis aux quatre coins de la France. On n'aurait quand même pas laissé le corps de notre roi dans des terres de barbares. Beau joueur, le guide sourit. Mais Nadia, mon amie tunisienne, elle, se décompose, un peu comme le corps de Saint-Louis. Elle me dit, tu blagues Robinson? Dis-moi que tu blagues, dis-moi que c'est ton humour bizarre, hein? Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Et Nadia ne voudra pas me croire. 20 minutes plus tard, elle tressaute encore sur le siège de la voiture et répète en boucle « Mais dis-moi que c'est une blague, vous ne découpiez pas vos morts en morceaux, mais dis-moi que c'était pas vrai, hein, Robinson ?» Et j'ai fini par lui répondre « Qu'est-ce que tu veux? On est tous les barbares d'un autre. » Nadia se calmera avant de me demander « Mais pourquoi? Pourquoi l'on faisait ça ?» Eh bien, pour vous, je me suis renseignée. Quelles étaient nos coutumes funéraires et plus particulièrement, pourquoi découpions-nous nos rois et nos princes en morceaux? Alors, comme vous le savez, toute personne finit par mourir. Et cela ne vous aura pas échappé, à partir de ce moment commence la putréfaction du corps, et parfois même un peu avant. Je vous l'accorde. Et comme à l'époque, les chambres froides n'existent pas, il faut bien s'occuper du corps. Alors, si vous êtes une personne lambda, on peut vous enterrer vite fait, bien fait, ou vous êtes mort. Mais si vous êtes une personne importante, qui avait eu le malheur de mourir loin du lieu que vous avez choisi pour votre sépulture, ce qui arrivait souvent, et ben pour vous éviter que vous empestiez tout au long des processions funéraires, on a trouvé une solution qui, bon an, mal an, a des avantages. La tripartition du corps. En gros, un chirurgien formé découpera votre royale dépouille afin d'en extraire vos entrailles, qui pourrissent relativement vite, et les mettre dans un récipient hermétique. On mettra le corps dans une boîte séparée, et on rafistolera votre corps pour le mettre dans un cercueil. Parce qu'il faut bien prendre conscience que à partir du moment où le roi meurt, il ne va pas être enterré tout de suite. Pour vous donner un exemple, Anne de Bretagne meurt le 9 janvier 1514, son corps est mis en bière le 16 janvier, soit une semaine après, et elle est enterrée à Saint-Denis le 16 février. Mais ça devait puer? Alors, concernant Anne de Bretagne, paraît-il que non. Mais les données météorologiques indiquent qu'il s'agissait d'un hiver glacial, ceci expliquant sans doute cela. Mais l'on sait que pour beaucoup de ces festivités, le public avait du mal à souffrir de rester en présence de la royale dépouille. Et que certains avaient du mal à embrasser le défunt. Allons bon, le corps c'est une chose. Et rappelez-vous ce qui arriva à Guillaume le Conquérant, qui était resté avec ses entrailles quand les gaz firent exploser sa bedaine dans le cercueil. Et donc, une tradition va naître au XIIe siècle, la dilaceratio corpori, l'enterrement par petits bouts. Généralement, les entrailles sont enterrées sur place, là où la personne meurt, et le reste dans la nécropole royale ou princière. Et le premier à lancer la mode, c'est Henri Ier, roi d'Angleterre, en 1135. Et très vite, tout le monde suit. En France, Louis VIII décède en 1226 à Clermont, où sont enterrées ses entrailles, alors que son corps part pour Saint-Denis. D'accord Robinson, mais ça c'est pour les entrailles. Mais pourquoi une sépulture du cœur? Eh bien, la première à lancer la mode, c'est une femme, Blanche de Castille, en 1252. Son corps sera enterré dans l'abbaye de Maubuisson, et son cœur dans l'abbaye de Lys près de Melun. C'est l'abbaye cistercienne qu'elle avait fondée. Et ce n'est pas surprenant que ce soit une femme qui lance cette mode. Et pourquoi ce n'est pas surprenant?
Parce que ces femmes vont toutes quitter les terres familiales, natales, d'attachement, pour remplir leurs fonctions politiques. Et elles sont obligées d'être enterrées à côté de leurs époux. L'Église recommande même qu'elles soient dans le même tombeau. Pour mémoire, depuis l'avènement des Valois en 1328, la reine de France est toujours enterrée à côté de son époux dans l'abbaye de Saint-Denis. Elles vont donc toutes remplir leurs devoirs au-delà de la mort, mais demander à ce que leur cœur soit enterré dans une terre, une abbaye, qui leur tient à cœur. Et l'exemple le plus connu est celui du cœur d'Anne de Bretagne, qui reposait à Nantes. Comment ça, reposer? Alors ça, je te le raconterai dans une prochaine vidéo, car l'enterrement d'Anne de Bretagne le vaut bien. En tout cas, les rois vont suivre cette mode. Ainsi, Louis Ier va choisir une sépulture de cœur en 1383. En 1410, Louis II va même aller jusqu'à choisir une sépulture pour ses entrailles. Il finira par y renoncer en 1417. Et on pourrait quasiment tous les citer. C'est le cas de Philippe IV, V et VI, de Charles IV et V, de leur épouse, Jeanne de Champagne-Navarre, Clémence de Hongrie, Jeanne de Bourgogne. Laquelle? Les deux, Jeanne d'Évreux, Jeanne de Bourbon, et de tous les princes du royaume et les ducs de Bourbon, d'Anjou, d'Alençon, de Berry. Et dans cette coutume apparaît vite un objectif secondaire, voir ses chances d'aller au paradis augmenter. Pardon? Oui, comme cela, les messes et les prières faites au-dessus de votre dépouille sont multipliées. Et voilà. Et donc tu imagines bien que l'Église voit ça d'un mauvais œil. Et elle est tellement réticente envers cette pratique, l'Église, qu'en 1299, Boniface VIII va l'interdire dans Descende Veritatis. Mais les exemples que tu nous donnes sont postérieurs. Oui, parce que la haute aristocratie, les rois de France et d'Angleterre vont obtenir, dans la foulée, une dispense permanente. Mais qui faisait ça par eux? Personne. Cependant, cela va entraîner le rejet de cette pratique par certains princes, comme Jean de Lebon qui teste en 1364, ou encore les reines Blanche de Navarre ou Isabeau de Bavière, qui considèrent que cette division est un signe d'orgueil incompatible avec le salut de l'âme. Et cette position va être celle qui sera de plus en plus tenue, au point qu'au XVe siècle, la coutume a quasiment disparu. Sauf que, paradoxalement, au XVe siècle, c'est là qu'apparaît une nouvelle coutume, l'exposition du corps. Et oui, il faut bien que vos proches, puis le peuple, puissent constater votre trépas, et qu'aucune contestation soit possible. Et ça va durer des jours, des semaines. Mais attends Robinson, Louis IX, il a été découpé en beaucoup plus de morceaux que ça. Alors, Louis IX, Saint Louis, a été canonisé, et donc son corps relève de la relique. Il fait donc l'objet d'une vénération. On lui prête la capacité de réaliser des miracles, et du coup, chacun veut son petit bout. Et au Moyen-Âge, cela fera l'objet d'un commerce lucratif dont l'Église s'inquiète. Enfin, tu imagines bien que lorsque j'ai raconté cela à ma petite Nadia, qui est musulmane, et qui donc rejette ce type d'artefacts sacrés, elle est restée pantoise. Et encore plus lorsque l'on est rentré dans une église et que je lui en ai montré. Là, elle a réalisé qu'en France, derrière chaque clocher, se cache un bout de cadavre dans une jolie boîte. Car oui, souvent, ce qui relève de la culture et de la civilisation, pour les uns, relève tout simplement de la barbarie pour les autres.